Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie. Aujourd'hui en compagnie d'Olivier Delamarche. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre. Olivier Delamarche, économiste, membre des Éconoclastes, chroniqueur dans différents médias, auteur d'une lettre mensuelle distribuée par Agora France. Vous êtes, Olivier Delamarche, le fondateur et directeur de Triskelion Wealth Management. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Olivier Delamarche, on compare voilà, beaucoup, en tout cas nos invités à TV Liberté, le Covid à un catalyseur. Alors, de quoi cette crise sanitaire et sa gestion sont-elles le révélateur? De 20 ans d'erreur, même plus, hein. Mais voilà, en 2008, on a eu une première grosse crise et on n'a rien réglé. On a mis tout sous le tapis. Et donc, à l'occasion du Covid, la poussière ressort de sous le tapis. Et, euh, et puis, évidemment, elle est amplifiée par la mauvaise gestion du Covid, parce que le virus n'est en aucun cas responsable de la dette de la France ou de la planche à billets, ou il serait bien en peine de faire ça, ce pauvre virus. Et donc, il n'est que c'est la mauvaise gestion qu'on en a fait de ce problème sanitaire qui a fait exploser tous les compteurs. C'est-à-dire que on a, depuis le Covid, on a fortement accéléré les choses. On a fortement accéléré la planche à billets. Le bilan de la Banque centrale est devenu pléthorique. On a augmenté la dette de façon exponentielle. On Qui a... Olivier Delamarche? pardon. C'est qui on? Ah ben, c'est les gouvernements, c'est les banques Hmm. centrales. Bien sûr que c'est ni le virus, hein, ni moi, Est-ce que en c'est les l'occurrence. gouvernements et la Banque centrale ou est-ce que c'est ce qu'on peut appeler l'État profond, la haute fonction publique? Peu importe, c'est aujourd'hui, c'est ceux qui tiennent les rênes qui nous ont mis dans cette panade. Alors après, on les appelle comme on veut. Moi, À Emmanuel Macron en passant par François Hollande. ah ben oui, non, mais de toute façon, je vous ai dit déjà, c'est un, je dirais, c'est un mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement. On a tout misé sur la dette puisque on avait de moins en moins de croissance et donc il fallait essayer de faire un semblant de donner une illusion de croissance. Et pour donner cette illusion de croissance, le truc le plus facile, c'était d'endetter. Et donc, et ça, c'est pas uniquement en France, hein, c'est aux États-Unis, c'est pareil, au Japon, c'est la même chose. Mais pourquoi ils sont tous sur le même logiciel, quoi? Ils se donnent le mot, ils se disent on a trouvé une idée pourrie, appliquez-la pareil. C'est exactement ça, c'est-à-dire que ils ont tous fait, vous remarquerez, ils ont tous fait les mêmes écoles, ils ont tous le même mode de pensée. Vous avez des conseillers qui traînent au G7, à Davos, etc., qui sont tous les mêmes. Les Alain Minc, Jacques Attali, j'en passe et des meilleurs, si vous voulez. Donc, qui sont des gens qui ont mis en faillite dans toutes les boîtes dans lesquelles ils sont passés, qui sont absolument nuls en économie et qui donnent des conseils à tout le monde. Donc, ces gens-là sont toujours les mêmes. Donc, c'est un espèce de petit cercle qui fonctionne sur lui-même et qui utilise finalement les méthodes qui sont les plus simples. Si vous voulez, vous avez le choix quand vous avez un déficit budgétaire permanent, soit vous taillez dans les coûts, mais tailler dans les coûts, c'est pas supprimer des lits d'hôpitaux, hein. Tailler dans les coûts, c'est supprimer tout ce qui ne sert à rien. Et il y en a beaucoup chez les hauts fonctionnaires qui servent à pas grand-chose. Donc c'est là-dedans qu'il faut couper. C'est dans toutes les erreurs qu'on fait.
Mais ça, bah, c'est pas drôle parce que vous, en tant que politique ou en tant que fonctionnaire, ça veut dire vous tirer une balle dans le pied, en gros. Et puis, il y a une autre méthode qui est la dette. C'est pas douloureux, la dette, hein. Donc, c'est douloureux pour ceux qui vont la rembourser. Au final, ça sera douloureux. Mais vous, Ouais, mais tout vous le en monde sait qu'on fichez, la vous avez, rembourse ça vous pas. permet de faire, je vous dis, une illusion de croissance. Ça vous permet d'afficher un taux de croissance qui va vous permettre d'être réélu. En gros, c'est ça le deal. Donc, vous savez très bien que si vous avez 20 millions de chômeurs, si vous avez, vous ne serez pas réélu par définition. Donc, il faut créer l'illusion. Et pour créer l'illusion, c'est pas compliqué. Vous faites de la dette, ça sert à pas grand-chose. Et puis en plus, c'est pas de la dette, je dirais, c'est pas de la dette intelligente. C'est-à-dire, c'est pas de la dette qui investit et qui vous rapportera après sur plusieurs années de l'argent. C'est pas ça ce qu'on fait aujourd'hui. On fait de la dette pour payer les dépenses courantes. On fait de la dette pour payer les salaires. On fait de la dette pour vivre, si vous voulez. C'est comme si un ménage s'endettait sur 15 ans, non pas pour acheter sa maison, non pas pour acheter un appartement qu'il va louer, donc pas pour investir, mais si il empruntait pour 15 ans, pour manger, pour aller au cinéma, pour partir en vacances, si vous voulez. À ce moment-là, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? L'année suivante, vous allez refaire la même chose. Prenons Et l'année un peu de après, ensuite. Prenons un peu de hauteur, Olivier Delamarche, en analysant un petit peu ce qui se passe sur la scène internationale avec ce Covid. Est-ce que ce Covid signe la fin de la suprématie du dollar et l'arrivée de la Chine à la première place du classement des puissances mondiales? Alors, je dirais attention, pas si vite, parce que la Chine souffre aussi, même si officiellement elle affiche une reprise. Moi, je mettrais quelques bémols. Je sais que 2,1% de croissance en 2020, elle serait officiellement, selon les chiffres du parti, l'un des rares pays au monde à ne pas être entré en récession. oui, mais on sait que c'est faux. Enfin, je veux dire, on sait très bien que la récession a été sous-évaluée très largement, et ensuite la reprise a été surévaluée très largement. Bon, donc ils ont été très probablement en récession en 2020, donc avec un chiffre négatif. Alors, le problème, on sait qu'ils sont faux. On sait qu'ils sont faux parce que si vous croisez les données qu'on a et qui sont des données qui sont là pour le coup fiables, les données de commerce extérieur, les bateaux qui arrivent, je ne parle pas de celui qui a bouché le canal de Suez, mais des bateaux qui arrivent réellement, parce que vous savez qu'il y a un truc très curieux en Chine, ils donnent des chiffres d'exportation, et puis curieusement, quand ça arrive dans les pays dans lesquels ils exportent, c'est divisé par deux. Donc, soit un bateau a coulé, soit le chiffre de départ était mauvais. Hein. Donc, et puis les consommations électriques, le fret interne, les derniers kilomètres qui sont faits par camion. On a des données là-dessus. Mais Et est-ce que qui vous ne pensez pas, montrent. Olivier Delamarche, qu'ils ont les moyens aujourd'hui, les Chinois, de faire repartir la machine plus vite qu'un autre pays, le nôtre par exemple? Ah non, mais ils ont les moyens de le faire repartir plus vite. Ça, c'est indéniable. Le fait que les Chinois repartiront plus vite que les autres pays du monde, c'est indéniable. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, encore maintenant, le marché intérieur est très faible et ne suffit absolument pas à compenser le fait que les autres pays soient à l'arrêt, les pays dans lesquels ils exportent Oui. soient à l'arrêt. Donc, il n'y a Qu'il y ait pas une de bonne forme en miracle. place. Si vous voulez, tant que vous avez leurs principaux clients qui sont à l'arrêt, ne pensez pas qu'ils vont connaître une forte reprise, parce que ça voudrait dire qu'ils ont un marché intérieur suffisamment dynamique pour faire 6% de croissance. Or, c'est faux. Donc, D'accord. alors Chine, première peut-être que ça puissance viendra. mondiale tout de suite, donc vous me dites mollo, halte là, quoi. Oui, je vous dis mollo halte là. Maintenant que la Chine soit en train
de prendre une place de plus en plus prépondérante dans le monde, c'est une réalité. Alors, vous avez eu récemment un rapport qui disait que à horizon 2020, 25 ou 30, je ne sais plus, la Chine serait les maîtres, ce seront les maîtres du monde. Mais c'est une date qui est repoussée à chaque fois, quoi. Mais oui, ce rapport-là, la BNP en avait fait un en 2000, en vous disant qu'en 2010, les Chinois auraient surpassé tout le monde. J'ai pas vu que ça soit ce qui est arrivé. Donc, au jeu de la boule de cristal, on n'y arrive pas. non, mais c'est toujours la même chose, si vous voulez. Vous avez en général un analyste, quand il prend les données, il a 3 points, il prend une règle, il fait une poursuite de ces 3 points, et donc il vous dit en 2020 ou en 2015 ou en 2030, ça sera là. Bah oui, mais sauf que c'est jamais là parce qu'il se passe des choses, vous avez des cracks, vous avez des chutes de croissance, vous avez des récessions, ça repart, etc. Donc, vous n'êtes jamais là où vous attendez. Est-ce que c'est pareil pour la fin du dollar, Olivier Delamarche? Est-ce qu'on peut faire une projection? Il ne faut pas l'enterrer trop vite. Il ne faut pas l'enterrer trop vite, le dollar. C'est une certitude qu'aujourd'hui, il y a une guerre monétaire et qu'il est probable que la Chine la gagne à la fin des fins. Mais pour l'instant, le dollar reste tout de même l'actif le plus liquide au monde, reste tout de même. Devises fétiches. Mais oui, donc si vous voulez Singapour, que vous ayez de plus en plus de pays, norvégienne. que vous ayez de plus en plus de pays qui se dédollarisent, que vous ayez de la Russie, la Chine, qui mettent un système concurrent au système SWIFT pour pouvoir s'échanger des sommes sans passer par le SWIFT qui est contrôlé par les Américains. Tout ça, c'est vrai. Que la Chine fasse des stocks monstrueux d'or pour probablement adosser sa monnaie et la rendre convertible en or, tout ça, c'est vrai. Mais tout ça, c'est des choses qui prennent du temps, si vous voulez. Et en plus, vous avez les États-Unis, il ne faut pas se faire d'illusions, les États-Unis ne se laisseront pas faire. Et c'est ça le risque. C'est-à-dire, le risque, c'est que ça se termine en guerre. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que le dollar a été contesté, les États-Unis se sont fâchés. Mais Biden, il va faire le dos rond, vous pensez ou Biden, il commence, à peine est-il arrivé, qu'il commence à traiter Poutine d'assassin. Enfin, je veux dire, alors, bon, il est complètement gâteux, il devrait être dans un EHPAD, mais c'est ce qui va arriver bientôt d'ailleurs. Hein. Il est incapable de monter un escalier sans se casser la figure. Enfin, c'est pathétique. Penser que ce type-là a été élu comme président de la première puissance au monde, c'est un truc affolant. On sait très bien que ce n'est pas lui qui dirige, on sait très bien que le flambeau va être donné, s'il n'a pas déjà été donné, à Kamala Harris, et qu'il appelle lui-même la présidente. Hein. Bon, c'est consternant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais on sent très bien aussi que derrière, il y a l'État profond, que derrière, vous avez les néoconservateurs, que derrière, vous avez toute la bande Obama, Clinton et compagnie. Mais est-ce que vous pensez que ceux-là auraient l'inconscience de se lancer dans une guerre directe avec Pékin? Mais ils sont inconscients. Ils sont inconscients. Enfin, regardez les discours, regardez les déclarations d'Hillary Clinton. C'est consternant. C'est consternant. La pauvre. Enfin, et quand on. Donc, moi, personnellement, je m'attends à tout. Et je pense que jamais les Américains ne lâcheront leur suprématie qu'ils ont avec le dollar sans tout faire pour la garder. Et le tout faire est y compris une action armée.
Revenons en Europe, Olivier Delamarche, et comprenons un petit peu ce qui se passe, enfin ce qui nous arrive à notre continent. Pourquoi est-on en train de tomber dans la déflation? Bah, si on tombait que dans la déflation, on tombe, malheureusement, et ça c'est aussi mondial, malheureusement, on tombe dans une fin de civilisation. C'est même encore pire qu'une crise économique ou qu'une crise financière. Là, on est dans une fin de civilisation. Mais Enfin, quelle civilisation? La civilisation mondiale? voilà, La civilisation occidentale. la civilisation occidentale. Là, enfin, tous les jours, je pense que nos ancêtres, les poilus de Verdun, doivent se retourner et faire la toupie dans leur tombe. Donc, c'est affolant ce qui se passe. Euh, sous, euh, Sous emblème de progressisme, c'est consternant. Enfin, il n'y a pas de mots. Et pour Donc, sortir de cet engrenage, Olivier Delamarche, comme disaient les grands capitalistes à l'entre-deux-guerres, qu'est-ce qu'il faut pour en sortir? C'est quoi? C'est une bonne guerre? j'en sais rien, je la souhaite pas, hein, mais en tout cas, il faut remettre de l'ordre là-dedans, oui, parce que sinon c'est la fin. Alors maintenant, sur la déflation, je pense que c'est plus de la stagflation que de la déflation. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez une planche à billets qui fonctionne à plein régime et qui va continuer à fonctionner à plein régime. Parce que il est tout à fait probable, je ne vois pas, là, demain, si la crise sanitaire s'arrête, par miracle, On n'en voit pas le bout. le virus a décidé de retourner se coucher et ne fait plus aucune victime. La crise sanitaire s'arrête, si vous voulez, rien qu'en France, pour parler de la France, comment voulez-vous que M. Macron arrête le whatever it takes, enfin, l'arrosage systématique de l'économie. Il sait très bien que si il arrête les mesures qui ont été prises pendant les confinements de chômage partiel, d'aide aux entreprises, etc., ça s'écroule. Ça s'écroule. Il n'y a que M. Le Maire qui pense qu'il y aura une reprise. Bon. Mais ils savent C'est quoi? très Ça bien, dans le c'est la fond, banqueroute de la France? ils savent très bien dans le fond que ça va s'écrouler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est un chouïa malin, il ne le fera pas avant les élections. Donc On a vu. ça veut dire qu'on va continuer de Hmm. plus en plus, que cette planche à billets va fonctionner à plein régime, que la dette va fonctionner aussi à plein, ce système de dette va fonctionner à plein régime. Or, on sait quelle est l'issue de ça. Mais de Il y a toute pas façon, qu'on arrête ou qu'on continue, l'issue sera la même, non? Ah bah, qu'on arrête ou qu'on continue, maintenant, je dirais c'est trop tard. Hmm. On a fait le pas de trop, hein. Donc, on est en train de tomber dans le ravin. Donc, mais ça permettra, si on continue, de tenir encore dans l'illusion pendant quelques mois de plus. Mais il est certain que quand vous arrêtez ou que vous continuiez, et à ce moment-là, ça amplifiera la chose, mais il est certain que de toute façon, cette fameuse addition va être payée d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a deux façons de la payer. Soit, en effet, ils se servent sur nos comptes, ils se servent sur notre épargne pour rembourser toutes les bêtises qu'ils ont faites depuis 20 ans. Et à ce moment-là, ne vous imaginez pas, une fois qu'on vous aura tout piqué, ne vous imaginez pas que vous allez vous précipiter dans les magasins, vous n'aurez plus rien pour payer. Donc, ça sera fini. Donc, fin du jeu. Donc, plus de croissance, zéro, croissance, zéro. Bon. Soit vous continuez comme ça.
Et si vous continuez comme ça, bah, c'est la monnaie qui fout le camp. C'est-à-dire, vous rentrez dans une hyperinflation totale qui vous amène la monnaie à zéro. On avait 1350 milliards d'euros de création monétaire de la BCE en 2020. Est-ce qu'on peut s'attendre à des chiffres de la même ampleur pour cette année encore? Oui, parce qu'il y a pas de limite en fait. Ouais. Je vois souvent passer sur les réseaux sociaux des gens qui vous disent mais le bilan de la BCE est de temps. Est-ce que vous croyez qu'elle va franchir le plafond de verre de 10 000 milliards, etc. Et je dis mais vous savez, quand vous êtes dans la Banque centrale, vous êtes dans une décapotable. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de plafond dans cette histoire. Vous êtes à ciel ouvert. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il faut que le bilan de la BCE aille à 15 000 milliards, il ira à 15 000 milliards. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez, vous n'avez nulle part au monde marqué dans les tablettes de la loi physique que une banque centrale ne peut pas avoir la totalité du PIB en bilan. D'ailleurs, on le voit bien, hein, le Japon l'a largement dépassé, la totalité du PIB. Donc, pourquoi pas la BCE? Pourquoi pas la Fed? Donc, vous n'avez nulle part, je vous dis, inscrit une quelconque loi mathématique qui fasse que, à partir de tant de pourcents du PIB, le système éclate. C'est pas vrai. Et Ça beaucoup, peut. Alors, il éclatera. Ça, c'est une certitude. Il éclatera. Maintenant, où est-ce qu'il éclatera? Est-ce qu'il éclatera quand on sera à 15 000 milliards? Est-ce qu'il éclatera quand on sera à 12 000? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que cette situation-là, euh, en, 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 à l'infini en termes de temps ne peut pas fonctionner. évoquons un petit peu le chômage, Olivier Delamarche. Il se situerait, selon l'INSEE, en France, aux alentours de 8%. L'économiste Philippe Murer, que j'écoutais l'autre jour, l'estime plutôt, lui, à 25% au minimum. Comment expliquez-vous un tel écart de calcul? Oh, c'est pas compliqué, ça. C'est la même chose, d'ailleurs, dans tous les pays, si vous voulez. Le chiffre du chômage, c'est un chiffre politique, c'est un chiffre marketing. D'accord? Donc, on fait évidemment tout pour qu'il soit le plus petit possible. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit partout en Europe. Et donc, on se garde bien, si vous voulez, de vous expliquer que quand on vous donne un chiffre, par exemple en France, c'est le chiffre des chômeurs, mais tout à fait réduit, c'est-à-dire qu'on vous dit les chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire le gars qui est inscrit au chômage, qui cherche du boulot, enfin le cas le plus restrictif possible. Et puis, on oublie tout ce qui est le type qui sort des statistiques parce qu'il n'a plus droit au chômage, parce que ça y est, il est arrivé en fin de droit, etc., qui touche le RSA ou qui même ne touche même plus le RSA, etc. Et donc, vous avez plein de catégories que vous oubliez gentiment, le type qui est au chômage ou qui travaille à temps très 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 partiel, c'est-à-dire quelques heures par semaine et pas de façon volontaire, hein, de façon contrainte. Donc vous avez plein de catégories que vous oubliez et si vous reprenez toutes ces catégories et que vous les analysez, en effet, alors moi j'irais même au-delà de ça, c'est-à-dire que je pense qu'avec le chômage Covid, entre guillemets Covid, c'est-à-dire le chômage Chômage technique. qui... Non, mais le chômage qui va se transformer, n'en doutez pas, Vrai chômage. en vrai chômage, si vous voulez. Donc aujourd'hui, vous avez par exemple plein de restaurants dans lesquels vous avez les serveurs, les cuistots, etc., qui sont au chômage partiel, au chômage Covid, mais le restaurant, quand ça va rouvrir, il va fermer, lui.
D'accord? Donc, ces chômeurs-là vont se retrouver au vrai chômage. Et là, quand vous faites la totalité des chiffres du chômage, en France, vous seriez plutôt autour de 30-35. Ça vous fait bondir, Olivier Delamarche, quand on évoque une tiers-mondisation de la France? Non? Ça me Parce fait bondir parce que c'est le pays dans lequel je vis et que ça me fait de la peine, mais non, non, c'est une réalité. les 100 milliards d'euros du plan de relance présenté par le gouvernement en septembre dernier, comment ils seront utilisés? Est-ce que qui en verra la couleur? Alors, vous savez, ces plans de relance, là aussi, c'est de la com. Vous avez vu le plan de relance européen qui devait être voté. Au départ, vous avez la Pologne, la Hongrie qui ont mis leur veto. Ensuite, ils ont fini par dire oui. Mais c'est toujours pas voté. Hein, c'est toujours pas mis en place, d'accord? Et heureusement, je dirais d'ailleurs pour nous que c'est pas mis en place, puisque moi, il va falloir qu'on m'explique quel est l'avantage de payer 100, voire 120 pour récupérer 40. Hum, hum. D'accord? Alors, C'est ce qu'on qu'on a se donné, réjouisse de ça, pardon? c'est ce qu'on a donné à l'Union européenne et les 40, c'est ce qu'on va recevoir. Oui. Hum. Mais bah, ça veut dire que vous êtes en déficit entre 60 et 80, si je compte bien. Hein. La Donc, solidarité européenne se fait enfin alors. ah ben ça, c'est très solidaire pour les autres, beaucoup moins pour nous. Mais qu'on puisse se réjouir de ça, si vous voulez, ça me paraît. Alors, je sais que Monsieur le maire ne sait pas compter, mais tout de même, il y a un moment où il faudrait qu'il apprenne. Hein. Donc, c'est monstrueux ce genre de choses. Donc, annoncer des chiffres comme ça et que je te colle 100 milliards mais ces 100 milliards qui vont aller où? Si c'est pour aller construire des éoliennes, si vous voulez, ça n'a aucun intérêt. Personne n'en bénéficiera. Si c'est juste pour essayer de remplir les trous du déficit budgétaire, non pas dû au Covid, mais au reste, excusez-moi, c'est pas là non plus qu'il faut le mettre. Donc, on voit que ces gens-là font finalement toujours les mêmes erreurs. Et ça fait 20 ans que ça dure. Donc, ils vous annoncent que... Enfin, là, je ne comprends même pas que Le ministre ces gens-là Olivier sont encore en Delamarche de poste. Quand l'économie, vous avez Monsieur le maire qui vous dit si on vous... va isoler la dette Covid, Ouais. isoler la dette Covid, ça veut rien dire parce que je vous dis, c'est les conneries qu'on a faites avant qui ont creusé déjà le trou. On va isoler la dette Covid et on va la rembourser parce qu'il va y avoir de la croissance. Mais enfin, on sait très bien quelle est la croissance, je dirais, normative, la croissance potentielle de la France, la Il croissance prévoit potentielle. 6% de croissance pour cette année, le ministre de l'économie Bruno Le Maire. D'accord. Et moi, je me vois gagner au loto 125 millions ce soir. Vous l'avez dit, quoi. Mais c'est ridicule. Enfin, je veux dire, basé sur quoi? Basé sur jamais on aura une croissance de 6%. Vous allez avoir, et encore, je suis même pas sûr qu'on ait ce rebond, si vous voulez, libérateur du moment où on va nous lâcher. Parce que pour l'instant, le moment où on va nous lâcher, il n'est pas encore là. Hein. Loin de là. Donc, si on continue comme ça, on va encore être en récession en 2021. Et on va la payer comment? Les milliards qu'on a mis. Enfin, je veux dire, il faut que Est-ce Monsieur que la le dette maire est-elle arrête. vraiment faite pour être remboursée? Mais je vous dis, il sera remboursé d'une façon ou d'une autre. Il sera remboursé soit parce que on vous mettra un pistolet sur la tempe et on vous braquera, parce que ça sera un braquage. Hein. On vous braquera votre épargne.
soit on laissera filer la monnaie, et elle filera tellement que on sera au même plan que le Liban. Hein, je l'ai dit plusieurs fois chez vous et ailleurs, mais je l'ai dit plusieurs fois. On a eu une phase, la première phase qui était la japonisation des banques centrales. Elles sont toutes devenues japonaise, c'est-à-dire que planche à billets à outrance, etc., pas des déficits budgétaires ahurissants, etc. Le déficit budgétaire du Japon, c'est 7 à 10%. C'est zéro de croissance depuis 30 ans au Japon. Hein, donc, il faut quand même voir ce que ça donne. Et puis, à la suite de cette japonisation, on aurait une soviétisation de l'économie. On l'a. On l'a. Aujourd'hui, beaucoup de gens reçoivent leur chèque directement du gouvernement. Les entreprises sont toutes soutenues par le gouvernement. On est en train d'essayer de mettre en place le fameux, on en entend parler de plus en plus, mais ça nous pend au nez, le fameux revenu universel. Petit à petit, si vous voulez, on va devenir un gros kolkhoz. Hein, mais pas que agricole, on va devenir un énorme kolkhoz. Et ensuite, la troisième phase, c'est quoi? C'est la libanisation. La libanisation, c'est quoi? C'est une économie qui s'écroule, c'est des banques qui ferment, et puis c'est une monnaie qui fait que bientôt, vous aurez besoin d'une brouette de billets pour aller acheter votre baguette de pain. Voilà. À rappeler par exemple que Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire n'ont en fait aucune formation en économie pure. Je regardais leur CV. Bruno Le Maire, il est agrégé de lettres modernes, diplômé de Sciences Po et de l'ENA. Macron, c'est Sciences Po, DEA de philo, puis diplômé de l'ENA. Et c'est des gens qui sont censés avoir des connaissances pour gérer l'économie d'un pays. Ben, le problème, si vous voulez, c'est que c'est même pire que ça. C'est que l'économie, c'est quoi? C'est du bon sens. C'est du bon sens et de l'observation. Et malheureusement, ils en sont cruellement dénués tous les deux. Mais pas tous les J'entendais, deux, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, vous avez ça à tous les niveaux. Vous avez, je vous rappelle, au niveau européen, des gens comme Moscovici qui n'ont absolument aucune idée, qui ne savent pas compter non plus, qui n'ont aucune idée, sauf peut-être pour leur salaire, mais pour leur contrat. C'est pas tant au niveau politique. J'entendais Nicolas Dufour de BPI France évoquer une catapulte économique à partir de septembre prochain. Oui, mais vous en avez plein, vous en avez plein. Vous avez des économistes, des économistes de plateau, si vous voulez, et qui n'ont jamais eu les mains dans le cambouis, qui ne savent pas ce qu'est une entreprise, et qui racontent des bêtises toute la journée. Mais enfin, je peux vous citer une liste, ça va faire de la peine à tout le monde, mais vous en avez quelques-uns comme ça, si vous voulez, qui servent à rien, quoi, qui sont des gens, des universitaires. Alors, j'ai rien contre les universitaires, vous avez des gens très bien, mais là, vous en avez plein, si vous voulez, qui, à part lire des bouquins et les retenir, ont jamais pratiqué l'économie, si vous voulez. Moi, je vais vous dire un truc. Alors, c'est pas gentil pour les universitaires, je le sais, mais c'est quand même une réalité. Euh, euh, prenez tous les bouquins écrits par des grands pilotes de Formule 1, Alain Prost, Senna, etc., Schumacher, etc. Je vous mets dans une Formule 1. Premier virage, vous sortez. Premier virage, vous sortez. Vous aurez beau avoir tout lu dessus, premier virage, vous sortez. Eh ben, un universitaire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il a beau connaître absolument la pensée de tous les grands économistes qui sont morts depuis 3 générations, c'est pas ça qui va faire tourner la machine. C'est pas ça qui va faire qu'il saura et qu'il aura compris comment ça fonctionnait. Donc, je suis malheureusement désolé pour eux, et vous en avez plein qui aujourd'hui, alors peut-être que
c'est parce qu'ils veulent un poste dans le prochain gouvernement, hein. Il y en a quelques-uns qui sont là en train de nous expliquer que ça y est, on a le vaccin et que donc le monde est sauvé et qu'on va choper des croissances à 2 chiffres dans les mois qui viennent. Je suis désolé de leur dire que ça ne marche pas comme ça. On a beaucoup Éric Zemmour dans les débats autour de la présidentielle. Est-ce que ce monsieur vaut mieux qu'un Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire en matière d'économie? Alors, je ne sais pas en matière d'économie parce que c'est pas sa spécialité. Il est Mais très après, sensible. si vous voulez, moi je demande pas à ce que le président de la République soit forcément un économiste. Simplement s'il avait un peu de bon sens, ça serait pas mal. Et puis surtout, qu'ils sachent s'entourer de gens qui eux, en tout cas, savent de quoi ils parlent. Le problème, si vous voulez, c'est qu'ils s'entourent de gens qui sont à leur niveau, qui leur ressemblent. Et malheureusement, c'est consternant. Enfin, c'est à tous les niveaux, au niveau santé, au niveau économique, au niveau on voit que il s'entoure de gens qui lui ressemblent. Voilà. Donc, parfaitement incompétent. Pour vous expliquer, Olivier, Donc, si vous voulez, pardon, pour finir sur Éric Zemmour, Éric Zemmour, en tant qu'économiste, je pense que il y a mieux. Maintenant, il est très sur le protectionnisme, hein. voilà, s'il sait s'entourer Dérange, vous, ça, Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tout dépend comment on le fait. Il ne faut pas balancer des concepts comme ça. Tu es pour ou contre le protectionnisme? C'est pas une réponse. On ne peut pas faire une réponse par oui ou par non. Il y en a beaucoup qui disent non, tout catégoriquement, quoi. Oui, non, mais dire non catégoriquement à un concept comme ça sans même le comprendre, si vous voulez, C'est ce que ça fait n'a pas grand Macron, par intérêt non exemple. plus. Ça Ouais. ne fait pas avancer les choses. Qu'est-ce qu'on entend par protectionnisme? Comment on le fait? Comment on le met en place? Comment on le pratique? Ça, c'est des questions un petit peu plus intéressantes. Mais est-ce que tu es pour ou contre le Mm. protectionnisme? Est-ce que tu es pour ou contre la mort? Non, mais je veux dire, vous le j'ai envie dégagez de pas te d'un dire. revers de main. Pardon? Vous ne l'écartez pas d'un revers de main. Ah non, non, mais pas du tout, loin de là même. Mm, mm. Loin de là. Il faut. Vous ne pouvez pas ouvrir aux quatre vents votre maison sans faire un peu attention à ce qui se passe. C'est une erreur. Et surtout, et ça a été très français pendant des années, sans la réciprocité. C'est-à-dire, moi, je veux bien ouvrir le pays, d'accord, mais à ce moment-là, qu'en face, ils fassent la même chose, parce que sinon, c'est toujours vous qui prenez, quoi. Donc, non, il y a en effet des règles à établir. Non, je suis loin d'être contre une forme de protectionnisme. On constate aujourd'hui, Olivier Delamarche, un décrochage entre les actifs financiers et l'économie réelle. Est-ce que c'est la bonne recette pour se coltiner un crash comme en 2008 ou est-ce que ça sera pire avec des faillites de banques en chaîne? Là, vous voyez même dernièrement le Crédit Suisse, notamment, mais pas que lui, qui a annulé en 2 jours son résultat de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a eu absolument aucun progrès depuis 2008-2009. C'est-à-dire qu'on nous a vendu, souvenez-vous, pendant des années après, on nous faisait les fameux stress tests, vous savez, l'école de fans de Jacques Martin. Vous avez tous 10, les gars, tout va bien. Et, et ce qui était assez rigolo, c'est que on connaissait un contrôleur des risques qui était dans une grande banque dont je ne citerai pas le nom
et qui et on lui disait alors les tests là, les stress tests, il disait ben c'est marrant, je suis pourtant contrôleur des risques de la banque, hein, je les ai pas vus passer les stress tests, ça a été signé directement par la direction de la banque, mais donc sans stress test. Donc, faut arrêter aussi. Les banques fonctionnent très exactement, presque pire que 2007-2008. Hein. Alors, quelques-unes ont légèrement déleveragé, mais les montants sont encore plus colossaux qu'avant. Donc, même si le multiplicateur est un tout petit peu plus faible, les montants sont supérieurs, donc elles sont en risque. Et elles sont encore plus en risque à la limite parce que psychologiquement, elles pensent ne plus l'être en risque depuis 2008-2009 et les mesures qui ont été prises. Et donc, oui, elles sont toujours en risque, elles font toujours des opérations totalement idiotes parce qu'on leur donne de l'argent gratuitement et qu'elles en profitent et qu'elles font des choses qui sont leveragées et sans faire attention vraiment au sous-jacent et que quelquefois, on arrive à ce genre d'extrémité. Vous avez en permanence, alors on n'est pas au courant de tout, hein, je vous le dis, vous avez des faillites qui ont été évitées de justesse au moment du premier confinement, début 2020, et sur des grandes gestions, des grandes banques qui ont failli mettre la clé sous la porte parce qu'elles avaient fait des bêtises. Donc, Vous dites que le coût viendra de l'extérieur, Olivier Delamarche. Vous pensez à quoi? À la faillite d'une banque italienne, espagnole, allemande? non, j'y crois pas à ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, alors, sauf si le montant fait que il n'est pas possible de le cacher. Euh, mais sinon, si même avec des montants très importants, mais qu'on peut encore dissimuler, ils le dissimuleront. Et donc, un petit coup de planche à billets et on camouflera tout ça. Donc, si vous voulez, moi, j'ai longtemps cru que on aurait un problème comme ça, un problème bancaire, une banque qui saute, etc. Et finalement, c'est peut-être pas ça. Et en tout cas, en Europe, je pense qu'ils mettront ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'ils passeront un petit coup de fil à Madame Lagarde et ils mettront ce qu'il faut pour étouffer l'affaire. Vous l'aimez bien, En Christine. revanche, je pense que ça se passera, moi, plutôt au niveau social. Ça, je le dis depuis un moment. Je pense que on risque d'avoir, en effet, un gilet jaune fois 100 parce que les gens vous pouvez sauver le système à chaque fois, mais vous avez un écart qui se creuse de plus en plus. Vous avez des gens qui ont de plus en plus de difficultés. Vous avez des gens qui sont de plus en plus tôt à découvert dans le mois, qui n'arrivent plus à vivre Mais et même Olivier à survivre. Lamarche, face à ce que vous dites, moi, je voudrais citer Christophe Barbier, cet éditorialiste bien connu sur BFM TV. Il était interrogé par La Baule Plus, un petit journal qui est situé à La Baule. Je le cite, l'angoisse a été organisée par l'administration et le pouvoir politique pour que les gens se tiennent à carreau. Et ça a marché, dit-il. Vous croyez vraiment à un soulèvement social? Écoutez, je pense qu'il peut arriver. Alors pas forcément en France, hein, mais je pense qu'il peut arriver parce qu'il faut pas aller. Il y a un moment où vous dépassez les bornes, quoi, si vous voulez. Je pense que là pour le coup,
le gouvernement en France est assez conscient de ça et je pense en a peur. Les Français ne C'est sont pour pas ça assez que je vous dis, il français. continuera. Pour ça que je vous dis, il continuera très probablement, même après, même si les choses se règlent là pendant l'été, par exemple. Je pense qu'il continuera à arroser les Français et les entreprises, etc., parce qu'il aura peur qu'on vienne le chercher à l'Élysée à coups de fourche. Donc, ça Voilà, m'amuse que ce pauvre Barbier ait dit ça, surtout qu'il a participé quand même beaucoup à répandre la peur en disant toutes les énormités qu'il a sorties depuis un bon moment. pour éviter tout ce gloubi-boulga, il y a une idée qui est assez ancienne et qui est soutenue par Monsieur Mélenchon, c'est l'annulation de la dette. D'ailleurs, une idée d'ailleurs maintenant soutenue par les Alain Minc, François Bayrou, encore François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Annulation de la dette alors. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, vous avez cité les tenants de de cette histoire. Je pense qu'on a tout dit, hein. Alain Minc, Mélenchon, euh, Bayrou et Villeroy de Galhau. Bayrou, le jour où il aura une idée, ça se saura. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur l'annulation de la dette? Si vous annulez une dette, c'est pas une dette, c'est que on vous a fait un don en fait. Et qui vous a fait ce don? Il y a une contrepartie quand vous annulez une dette. Alors même celle, je suppose qu'il parle de celle qui est détenue par la BCE. Exactement. D'accord. 400 Donc, milliards d'euros pour la France et 2500 milliards d'euros pour l'ensemble de la zone euro. alors moi, on va raisonner un peu par l'absurde. Pourquoi est-ce qu'on se limite à ça? Pourquoi est-ce qu'on se limite à ça? Oui, Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, la Banque centrale n'achète pas 100% de la dette de tous les pays de la zone euro? Et pourquoi on ne tire pas un trait dessus? Pourquoi on ne l'annule pas totalement? mais j'entendais un économiste dire que voilà, une banque centrale peut faire des pertes supérieures, enfin en citant la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne peut faire des pertes supérieures à ses 10 milliards d'euros de fonds propres car elle se recapitalise elle-même. Ben oui, et donc pourquoi est-ce que vous vous limitez à 400 milliards qui est détenu actuellement? Et pourquoi on n'élimine pas toute la dette, 100% de la dette, comme ça, d'accord? Et pourquoi après, au lieu d'émettre de la dette et puis de l'annuler juste derrière, ce qui est quand même ce qui fait des mouvements inutiles, hein, pourquoi est-ce que chaque pays ne fait pas tourner son imprimante il n'y a plus de dette, c'est-à-dire qu'on paye comme ça les investissements. Enfin, L'argent n'a plus de valeur, quoi. si vous voulez, moi je veux bien tout ça, je veux bien qu'il n'y ait pas que la planche à billets n'ait pas de conséquences, qu'on puisse s'annuler les dettes, mais alors à ce moment-là, pourquoi ne le fait-on pas tous? Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas votre imprimante? Pourquoi moi je ne prends pas mon imprimante? Pourquoi on ne s'imprime pas 1 million d'euros de billets et on sort faire nos courses? Puisque ça n'a aucune conséquence et rien n'a jamais aucune conséquence. Donc moi je vais aller voir demain ma banque et puis je vais lui dire bah, écoute, tu t'assois sur la dette, hein, tu te la rembourses toi-même parce que moi, j'ai pas envie de te rembourser, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas au final? Puisque tout ça c'est rien, c'est du vent, y a pas de, il Alors, y a aucune conséquence à rien. Donc aussi, moi je vais continuer. Pourquoi est-ce que tous ces brillants esprits politiques ne se démissionneraient pas eux-mêmes et on n'aurait plus de gouvernement et puis ça irait très bien comme ça. Enfin, faut arrêter. Il y a un moment où arrêtons de dire des conneries.
monumentale en permanence et en se croyant intelligent, que ce soit Mélenchon, que ce soit Bayrou, que ce soit Alain Minc. Alain Minc, il a coulé toutes les entreprises dans lesquelles il est passé. Arrêtons avec ce monsieur. Enfin, soyons sérieux. Ce type-là continue à conseiller des gens du CAC 40, etc. Il n'a jamais rien fait de sa vie. Arrêtons un peu. Enfin, puis il y en a d'autres, les BHL, stop, stop. Autre Vraiment. idée qui me vient, vous allez peut-être avoir la même réaction, Olivier Delamarche, l'hélicoptère monétaire, le fameux hélicoptère monétaire, comme l'a fait Trump ou l'Australie, à savoir donner de l'argent directement aux gens. Ça, petit à petit, ça va vous amener au revenu universel. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Et quoi pas le, que c'est quoi là. le but final? Le but final, c'est on met tout le monde à 2000 balles, hein, ou à 3000, ou à 4000, puisque là, au final aussi, peu importe hein, le montant. Donc, soyons tous millionnaires. Et comme ça ira beaucoup mieux. Donc, on nous distribue tous directement de l'argent. Mais le problème, c'est que en faisant ça, il est évident que l'idée derrière, c'est en effet de quelque part de vous tenir. C'est le pays des soviets. Hein. C'est-à-dire que on vous donne de l'argent, on va vous dire aussi comment il faut le dépenser, très probablement, hein, parce qu'on ne va pas vous permettre non plus de sortir des rangs et puis d'aller dépenser sur des choses qui n'intéressent pas directement le pouvoir. Donc, on va vous dire où il faut le dépenser, hein, et puis on vous tient. C'est-à-dire que là, pour le coup, si jamais vous l'ouvrez ou si jamais vous ne le dépensez pas comme on vous dit de le dépenser, alors on ne vous le donne plus. D'accord. Le revenu Au prix universel, de ça sera salaire. pour Donc, pour ceux qui n'auront plus, qui ne trouveront, enfin, ça serait pour ceux qui n'auraient plus de travail, alors que sous l'Union ah non, non, soviétique, le les gens revenu travaillaient. universel, ce n'est pas pour ceux qui n'auraient plus de travail. Le revenu universel, c'est un revenu universel. Tout le monde. Universel, ça veut bien dire à tout le monde, a Mm. priori. Hein. Donc, le but du jeu, au final, c'est ça. Oui. Et c'est d'ailleurs ce qui est fait aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, ce n'est pas fonction de vos revenus, c'est à tout le monde. Tous les gens qui travaillent reçoivent un chèque. D'accord. Donc, vous recevez un chèque. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, on va vous dire, bah, écoute, tu te vaccines ou tu n'as pas de chèque. Non? Bon, donc, je veux dire, on n'est quand même pas loin de nos amis chinois hein, là-dedans. Mais Hein. s'ils Donc, sont tous d'accord, et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'au final, votre argent ne vaudra plus rien. Toujours la même chose, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux pour déclencher l'hyperinflation. On vous donne de l'argent, vous ne produisez rien, vous ne faites rien et on vous donne de l'argent jusqu'à plus soif, vous aurez une chute de la monnaie. s'ils sont tous d'accord pour nous infliger ce revenu universel, qu'est-ce qu'ils attendent pour former un gouvernement mondial qui viendrait nous sauver tous? Ah bah, peut-être qu'ils le font, peut-être qu'ils le feront, puisque de toute façon, visiblement, ils ont tous la même idée. Donc, je ne vois pas pourquoi, en effet, ils n'auraient pas l'idée de... Alors après, il y aura probablement quelques tensions, parce que comme ils ont tous un ego démesuré, eh bien, chacun voudra être le patron du gouvernement mondial en question. Donc, et je doute que nous, petits Français, euh, on élise Jupiter comme patron du monde, hein, vu ce qu'il a fait à petite échelle sur la France. Hein, je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de le voir à l'œuvre sur une plus grande échelle. Je vais vous dire un peu ce que je pense sur la crise sanitaire. Je ne suis pas médecin, mais tout ce que je vois, c'est qu'on fait d'un truc
n'est pas très mortelle. Pas de surmortalité en 2020 chez les moins de 65 ans, une surmortalité chez les plus de 65 ans de 3,66%. C'est ce qu'a calculé le docteur Laurent Toubiana, cette surmortalité à partir de 2017, 2018, 2019, comparé à 2020. Alors, vous avez ça, vous avez le fait que je ne comprends pas en quoi c'est le gouvernement qui détermine avec quoi on peut se faire vacciner, avec quoi on peut se soigner. Normalement, c'est le rôle de gens qui ont fait médecine, qui ont fait quelquefois 15 ou 20 ans d'études. Et là, vous avez un petit duo infernal, Castex et Macron, qui décident, ils ne sont pas médecins, hein, vous avez donné tout à l'heure le CV de M. Macron, je suppose que le CV de Castex, ça doit être à peu près le même. Ils ne sont pas Et médecins, pas économistes non plus d'ailleurs. voilà, et qui décident tous les deux avec quoi on peut se soigner, avec quoi c'est interdit de se soigner, et quel vaccin on peut avoir. Et je trouve ça effarant. C'est la première fois, je pense, dans l'histoire que le gouvernement dit à des médecins ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Et voilà, enfin, je veux dire, on voit très bien que au lieu de dire aux gens quand ils avaient des symptômes, au lieu de leur dire tu restes chez toi et tu prends du Doliprane, ce qui aboutissait à ce que l'étape d'après, ils aillent directement en réa. Il aurait été peut-être plus intelligent qu'ils puissent aller voir leur généraliste, que le généraliste puisse les soigner avec les médicaments qui n'avaient pas forcément prouvé leur efficacité, mais comme le vaccin, qui n'a pas forcément prouvé son efficacité, et qu'on évite comme ça d'engorger les services de réa. Donc, tout ça, c'est fait d'une façon où je pense que le Covid sera surtout un prétexte à liquider énormément de bêtises qu'ils avaient faites avant et à servir de prétexte pour avoir la mainmise sur la population et leur faire passer un certain nombre de choses que sans ça, ils n'auraient jamais pu leur faire passer. Donc je pense qu'ils ont sauté sur cette occasion. Alors je ne dis pas du tout que ce virus a été créé pour ça, je ne suis pas du tout dans l'histoire du... Mais je pense que pour eux, ça a été le cadeau de Noël avant Noël, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire le truc de dire, waouh, on va avoir enfin un prétexte pour passer toutes nos conneries. Voilà. Et là, on assiste à ça depuis 2 ans. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle entreprise, Castex, il n'aurait pas fait 3 jours. Il n'aurait pas fait 3 jours. Il ne terminait pas sa période d'essai. D'accord ? Dans aucune entreprise au monde. Dans aucune entreprise au monde, Véran aurait tenu plus de 3 jours. Et dans aucune entreprise au monde, Macron n'aurait tenu plus de 3 jours. Donc, ça tombe bien, ils n'ont jamais foutu les pieds. Enfin, si, remarque, Emmanuel Macron a travaillé pour la banque Rothschild. Enfin, il a travaillé pour la banque Rothschild. Il est allé déjeuner avec des clients pour la banque Oui, Rothschild. apporteur d'affaires. Ah bah, non, mais c'est même pas ça, c'est le pauvre. C'est ce que je disais. Première interview sur Thinkerview avant les élections de M. Macron, j'avais rappelé que M. Macron n'était pas un banquier, M. Macron était un petit employé de banque. Voilà, bah, ça s'est avéré vrai depuis et ô combien vrai. Voilà. Mais non, je pense que on est mal, on est très très mal. Je pense qu'on a des risques énormes de flambée de violence parce que ça se termine comme ça. Quand on en fait trop, si vous voulez, quand on tape trop sur la tête des gens, au bout d'un moment, ils en ont marre et ils se révoltent. Et je pense que là, on a un risque
important. Et partout, hein, je ne parle pas juste là ni de la France, ni de l'Europe, mais dans le monde entier, je pense que à force de prendre les gens pour des cons, ils vont se rebeller et que là, on a une équipe d'incapables qui est là en train d'essayer de mettre des bouts de scotch sur des fissures démentes et que ça va se finir extrêmement mal. Et à chaque fois qu'il y a une alerte, les gens se disent, ouais, bon, ça va se régler. Non, là, on a des alertes sur les banques, on a des alertes sur les bourses, on a des alertes même sur la vie en société, où on voit que ça se fracture de tous les côtés, qu'il y a des communautarismes qui sont en train de monter en puissance. Donc, ça va se finir mal et ils seront parfaitement responsables de ce qui est arrivé. Pour l'instant, ça tient, et ça tient comment? Avec la peur, comme à chaque fois, si vous voulez. C'est-à-dire, on vous dit, et ça c'est aussi démentiel, on dit aux enfants, vous allez tuer vos grands-parents. Enfin, comment est-ce qu'on peut dire ça à des gosses? Et ça passe. Voilà, tout passe. Tout passe parce que les gens sont biberonnés à Hanouna toute la journée et qu'ils en deviennent totalement idiots, quoi. Il faudrait que les gens se réveillent parce que vraiment, on va beaucoup trop loin. Bon, un réveil. En attendant, on peut peut-être faire une petite prière. Merci. Merci Olivier Delamarche de nous avoir suivi, d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous d'avoir suivi notre entretien avec notre invité. On se retrouve dans un prochain numéro de Politique et Économie avec Olivier Pichon. Merci à tous.